Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. Ligne à droite. Le grand entretien, Richard de Sèze. Bonjour Richard. Bonjour Liselotte. Allez-y, vous avez la parole. et bonjour Xavier Roffer. Bonjour. Voilà, il y a 10 ans, donc Amédi Koulibaly a tué Clarissa Jean-Philippe d'une balle dans le dos. Voilà, les deux policiers à Montrouge étaient en train de patrouiller. Clarissa descend de son véhicule. Amédi Koulibaly s'approche, la tue et il a expliqué qu'il voulait se faire une policière et que c'était au nom de l'État islamique qu'il avait agi. Est-ce que aujourd'hui, on peut retrouver une situation identique ? Est-ce qu'aujourd'hui, on sait que les terroristes islamiques sont capables de frapper ? Je dis terroristes islamiques parce que en janvier 2022, quand Sébastien Lecornu était encore ministre des Outre-mer, il a expliqué que Clarissa Jean-Philippe, je cite, était tombée sous les balles du terrorisme, mais enfin il s'agit bien d'un terrorisme précis et pas d'un terrorisme désincarné. Donc, vous voulez que je vous réponde, c'est ça ? Oui, c'est un peu l'idée, pendant 28 minutes en fait, voilà. Voilà. Donc, il convient, pour voir clair dans toute cette affaire, de distinguer l'aspect micro-sociétal et l'aspect macro-sociétal. Dans toute société, toujours et à tout moment, vous avez des individus perturbés, sanguinaires, qui s'emparent de la première cause venue qui passe à leur portée pour assouvir leur envie de sang et de meurtre. Des fois, on arrive à les trouver et on les met dans des hôpitaux psychiatriques, mais des fois, hélas, ils sont libres et ils s'emparent. Songez à toutes les périodes troublées de notre histoire, les guerres de religion, la libération, l'occupation, tout ce que vous voulez. Ça existe toujours. Il n'y a jamais dans toute l'existence sociale de génération spontanée, donc souvent on peut déceler les signes avant-coureurs de ces états perturbés et possiblement meurtriers, mais pas toujours le cas. Le Koulibaly, qui est un sale type, est naturellement dans cette situation-là. L'État islamique a bon dos, il aurait trouvé autre chose. Ça, c'est la situation micro. Et puis, il y a la situation macro, c'est-à-dire que pouvait faire à l'époque le terrorisme islamiste en Europe et notamment en France, et que peut-il faire aujourd'hui ? Quitte à trouver, pour exécuter ses plans, des individus perturbés, des fanatiques, toute la tourbe de la société, dont Koulibaly était manifestement, et d'autres, manifestement un des membres. Alors, entre 2015 et 2025, tout a changé. La situation mondiale n'a plus rien à voir. Et si le péril terroriste, et M. Retailleau l'a dit d'ailleurs récemment, le péril terroriste existe toujours, il y a toujours des individus qui, au nom d'une cause qu'ils pensent méritoire, peuvent prendre un couteau dans le tiroir de la cuisine et aller dans la rue assassiner des gens. Je pense que, s'agissant de l'Europe, les grands attentats organisés, méthodiques, songez que les attentats qui vont de novembre 2015 au printemps 2016 en France et en Belgique ont mobilisé plus de 150 individus répandus entre deux continents, c'est-à-dire agissant sur un continuum qui allait du fin fond de la zone frontière entre la Syrie et l'Irak jusqu'à la banlieue parisienne et jusqu'à la banlieue de Bruxelles. Donc, il y a deux types de situations. Il y a des individus qui sont fanatisés et qui pensent qu'en tuant une personne dans la rue ou deux ou trois, on l'a vu régulièrement en France, un Tchétchène qui avait tenté d'égorger et blessé gravement un passant dans le 2e arrondissement de Paris. On a eu des attentats de ce type-là avec un individu un peu agité qui a tiré au marché de Noël il y a 2 ans.
Et voilà, donc ça, c'est deux types de situations différentes. Les grands attentats du type Bruxelles, Paris, Barcelone 2015-2017 sont devenus beaucoup plus difficiles à effectuer en Europe pour deux raisons. La première raison, et je peux pas aller très loin dans cette direction-là parce qu'il faut quand même pas donner trop de tuyaux aux terroristes, une opération qui implique un franchissement de continent et qui implique plus de 100 personnes, elle est inenvisageable sans se servir de la téléphonie, de l'Internet, des réseaux sociaux, etc. Tout ce qui se fait sur Internet, tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux, tout ce qui se fait sur la téléphonie a une signature électronique. Il y a donc, et Europol travaille fort bien là-dessus, une signature qui permet de voir les présages, les prodromes, l'enfance, la naissance d'une configuration dans laquelle un attentat de masse est possible, comme ceux qui ont eu lieu à Paris, sur les terrasses de café, etc. Et là, maintenant, on peut les déceler. C'est la raison pour laquelle, depuis 2018-2019, beaucoup de ces tentatives ont été déjouées parce que, forcément, les terroristes ne peuvent pas se servir de pigeons voyageurs ou de signaux de fumée pour préparer tout ça. Et ce qu'ils font dans le monde numérique, dans le cybermonde, les dénoncent. Voilà, ça, c'est la première situation. Alors ça, disons, ça va mieux. Premier motif. Deuxième motif, songez qu'à l'heure actuelle, au pouvoir à Damas, là, il y a un monsieur dont le nom de guerre, en arabe, le nom de guerre se dit Kounia, dont la Kounia est Abu Mohammed al-Jolani, Ahmad al-Shara de son nom réel, qui fut un des cadres dans le temps de l'État islamique, qui après ça est passé, alors c'est pas mieux, mais à la direction du groupe syrien représentant Al-Qaïda, et qui aujourd'hui, s'il a gardé sa barbe, est à Damas, dans les palais présidentiels. Il a une cravate et une jolie chemise, et il rencontre des dirigeants occidentaux qui ne le considèrent plus du tout comme un terroriste, mais comme un interlocuteur valable. Alors ça va pas à ce qui serre la main aux dames, Vous avez vu comment il s'est comporté avec la pauvre ministre allemande des Affaires étrangères. Mais bon, il est en train d'être réformé. J'en finis sur le point suivant. L'individu en question n'est pas seul. Il n'agit pas à sa fantaisie. Il est surveillé et encadré de très près par des gens des services spéciaux turcs qui l'encadrent de très près et qui, le cas échéant, s'il venait à ruer dans les brancards, l'élimineront pour en mettre un autre plus souple à sa place, quoi. Voilà la situation, elle est celle-là. Alors, le foyer du Moyen-Orient est, à l'heure actuelle, plus ou moins sous contrôle. Est-ce totalement une bonne nouvelle pour nous? Ben non, parce qu'il est sous contrôle de M. Erdogan qui peut nous faire chanter en disant « Voyez, j'ai des gens dangereux, peut-être qu'il faut que vous soyez gentils avec moi ». Et deuxièmement, parce que la préparation, les préparatifs d'un attentat comme ceux qu'on a vus en 2015-2017 est maintenant décelable. Alors, ce que vous nous dites, c'est qu'il y avait en 2015-2017 des attentats qui avaient été projetés comme on projette des forces. Et donc l'État islamique projetait ses soldats et concevait en fait des attentats et était capable de les faire exécuter par des personnes qu'ils envoyaient ou des relais qui sont sur place. Aujourd'hui, on a affaire à une menace terroriste très différente et beaucoup plus diffuse. Vous citiez Bruno Retailleau tout à l'heure, il a expliqué que 9 attentats avaient été déjoués en 2024, ce qui était plus qu'en 2023, plus qu'en 2022. Autrement dit, on a aujourd'hui une menace présente sur le sol français qui n'est pas pilotée depuis la Syrie et qui néanmoins réussit à produire, on l'a encore vu le 7 décembre 2024 quand 3 étudiants ont été arrêtés qui projetaient soit d'attaquer le siège de la DGSI, soit d'attaquer la mairie de Poitiers pour venger 732. Il n'y a plus que les étudiants islamiques pour être capables de croire que Poitiers n'était pas la rencontre merveilleuse de deux cultures, mais au contraire un affrontement. Et est-ce qu'on est totalement à l'abri d'attentats terroristes de ce type-là? Évidemment non. Évidemment non. Je vous dis, il s'agit, il y a deux cas. Le cas minimum, c'est un individu qui n'est pas seul, mais qui a été influencé, qui s'est fait laver le cerveau à distance. Et ça on a l'impression qu'il y en a de plus en plus.
Non, on peut pas dire ça. Il y en a un stock régulier et il y en aura pour l'avenir prévisible, sans doute, dans la mesure où ça n'affecte pas uniquement, certes, très majoritairement, ça affecte des gens issus eux-mêmes de pays musulmans et faisant partie de la frange fanatisée des habitants de ces pays, d'autant plus fanatisés qui vivent chez nous et qui voient des femmes en mini-jupe et toutes sortes de choses pour eux choquantes. Donc ça a une tendance à les radicaliser. Songez que dès les années 50, l'homme qui a été l'idéologue des frères musulmans égyptiens, Sayed Qutb, il était déjà assez fanatisé, et puis il a été envoyé pour une année d'études aux États-Unis dans les années 50. Alors, il a vu les journaux comme Playboy chez les marchands de journaux, ça lui a complètement fait tourner la tête, il est revenu chez lui en disant c'est pas possible, c'est des dégénérés, il faut qu'on se batte, etc. Donc vous voyez que ce genre de contagion sociétale, des gens qui vont dans la rue, qui s'approchent des quais de la Seine l'été où il y a des dames qui prennent le soleil et qui disent c'est pas possible, Dieu n'a pas voulu cela, etc. Des situations comme ça, on en rencontrera tout le temps. Et je vous dis, ça n'est pas limité aux étrangers musulmans parce que ça peut aussi affecter des gens qui sont chez nous de souche et qui se sont convertis, des esprits faibles. Et c'est même, on a l'impression qu'il y en a de plus en plus, puisque je crois que le parquet national antiterroriste disait qu'il y avait 18 mineurs mis en examen en 2024 et que c'était justement le plus grand nombre de mineurs depuis longtemps. Donc des gens, effectivement, français et élevés en France et qui sont capables, par la grâce des internets, de se monter le bourrichon tout seul, sans même voir des mini-jupes dans leur rue. Je me méfie énormément de la manière, depuis quelques années, qu'a le ministère de l'Intérieur de compter les choses. Il n'a pas fait une bonne action en se servant des comptes qu'il sort ici ou là pour faire sa propre propagande, et ce ne sont pas des comptes objectifs, ils disent que ça l'arrange. Monsieur Darmanin voit les choses baisser quand ça l'arrange et monter quand ça l'arrange, pour le communiqué qu'il va faire sur Twitter X 5 minutes après. Donc je pense que ce sont des phénomènes, on va pas vers l'apocalypse, il n'y en a pas 1000 aujourd'hui, 2000 demain, 10 000 après-demain et 100 000 la semaine prochaine, vous comprenez, c'est absurde. Il y en a par vague, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent perturber les éléments fragiles de la société, et donc ça va par vague, ça monte un jour, ça descend un jour. On va pas vers l'apocalypse, faut quand même garder les choses dans des proportions raisonnables. Vous savez, quand on va voir le médecin, on s'attend à avoir un diagnostic raisonnable, on s'attend pas à se faire raconter des sottises. Et ben là, c'est pareil. Alors, vous avez parfaitement raison, ça ne sert à rien de s'inquiéter outre mesure. Malgré tout, Bruno Retailleau, qui lui aussi est un ministre et qui a peut-être lui aussi intérêt sinon à arranger la vérité, du moins à montrer à quel point il est efficace, met en avant d'autres chiffres que j'ai trouvé intéressants. Il a expliqué par exemple que 83 radicalisés étaient sortis de prison en 2024, qu'il y en avait plus de 60 qui allaient sortir en 2025, et évidemment, tout le monde est en train de se dire: que va-t-il se passer avec les Français qui étaient retenus en Syrie, et maintenant que le gouvernement a nettement changé en Syrie, est-ce que ces Français radicalisés eux-mêmes qui étaient partis combattre aux côtés de l'État islamique ne vont pas revenir en France et décider de poursuivre le combat ? Alors d'abord, pour 2 mots sur Monsieur Retailleau. Il n'est pas possible de mentir et de raconter autant de bobards que Monsieur Darmanin. Donc forcément, Monsieur Retailleau est un homme plus honnête et plus mesuré dans ses propos, et spontanément, on lui fait plus confiance qu'à Monsieur Darmanin, sous son ancien avatar de ministre de l'Intérieur et maintenant sous son avatar de ministre de la Justice. Parce que on a affaire un peu à Pinocchio dans son cas. Hein. Mais donc, Monsieur Retailleau a parfaitement raison. Il y a des gens en prison en France qui fatalement vont sortir parce qu'ils ont été condamnés à une peine d'une durée X. Hein, et donc, il n'y a pas de peine indéfinie en France. On est condamné pour 10 ans, on a des remises de peine, méritées ou pas d'ailleurs sous les précédents ministres de la Justice. Et bon, à la fin, on sort. De même, il y a des milliers d'islamistes dangereux affiliés à l'État islamique qui traînent, ou à Al-Qaïda, qui traînent encore dans la zone floue du nord-est de la Syrie et dont on ne sait pas très bien ce qu'ils vont devenir. Une chose est certaine, si vous voulez, ce qu'il faut prendre en considération, parce qu'il faut prendre les problèmes de haut. Si on s'épuise à prendre les problèmes au ras des pâquerettes, on voit pas l'horizon, on voit pas où on va. Donc, à l'heure actuelle, l'affaire qui vient de se passer en Syrie a un vainqueur,
et un vainqueur absolu et un vainqueur, total. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas à discuter, c'est M. Erdogan. M. Erdogan a réussi, après un travail acharné depuis 10 ans, à augmenter considérablement la taille de la zone d'influence néo-ottomane. C'est-à-dire qu'il règne maintenant non seulement sur la République de Turquie telle qu'elle a été fondée par Kemal Atatürk, c'est déjà un gros bout. C'est déjà plus de 70 millions d'habitants. C'est déjà la deuxième armée de l'OTAN avec 700 000 hommes mobilisables en une semaine, 350 000 d'actifs et 700 000 mobilisables en une semaine. C'est déjà un très gros morceau, mais maintenant, de facto, il contrôle la Syrie, l'essentiel de la Syrie utile, celle qui va de la frontière turque jusqu'à Damas. Et il la contrôle. Je vais vous dire une chose, tous les gens qui y a autour de Monsieur Jolani, là, le nouveau chef, Ahmed al-Shara, Abu Mohamed al-Jolani, et tout son entourage, sont des gens qui ont été sélectionnés un par un par les services de renseignement turcs depuis 10 ans, depuis qu'il y a la zone d'Idlib, depuis qu'il y a eu le début de la guerre civile en Syrie. Des milliers d'individus, de jeunes hommes islamistes, bien entendu, ont été attirés en Turquie, ont été formés par la diplomatie et les services de renseignement turcs. Et ces gens-là, autour de M. Jolani, au pouvoir à Damas, parlent à l'heure actuelle aussi bien le turc que l'arabe. Ce sont, pour aller vite, des harkis, des Turcs. Voilà. Donc, il va falloir, puisque on a affaire à des héros quand même, c'est-à-dire que l'affaire en question, il y a des bases russes, Monsieur Macron s'est fâché avec Poutine, on a une zone d'influence israélienne très importante qui s'étend maintenant, dans certains cas, jusqu'à la banlieue de Damas. Monsieur Macron, qui a l'air de s'être fait une spécialité de ça, nous a fâchés avec Monsieur Netanyahou. Et en fin de compte, l'homme le plus puissant de la région, qui a tout manigancé depuis le début, ça n'a pas été une guerre civile à laquelle on a assisté en Syrie. Ça a été un débranchement. On a débranché Monsieur Assad, qui ne plaisait plus à des tas de personnes. Ça s'est fait sur la volonté des Turcs, avec la complicité des Iraniens, avec la complicité des Israéliens, qui ont gagné un espace énorme et qui maintenant vont pouvoir éviter les bombardements de tout le nord d'Israël. Et tout ça s'est fait avec la complicité de M. Poutine. Vous allez voir, il va garder ses bases en Syrie, mais il va falloir négocier avec les nouvelles puissances configuratrices qui sont en train de configurer tout le nouveau Moyen-Orient. Et M. Macron nous a fâchés à peu près avec tout le monde. Donc, bon courage à lui. Voilà. Alors, non seulement il nous a fâchés avec toute l'Afrique, mais là, avec le Moyen-Orient, c'est pas mal non plus. Donc, il va falloir faire dans les temps qui viennent de la diplomatie et discuter, qu'on le trouve sympathique ou pas, qu'on le trouve agréable ou pas, qu'on ait envie de l'avoir comme gendre ou non, avec M. Erdogan, qui maintenant a son pitbull à Damas, qui s'appelle M. Jolani, et qui peut menacer de libérer des terroristes ou de faire des choses comme ça, si on n'a pas une attitude, conciliante à son égard. Telle est la brillante situation diplomatique dans laquelle M. Macron nous a placés. J'ajoute une chose, que M. Erdogan n'est pas seul, qu'il a avec lui son ministre des Affaires étrangères, qui s'appelle Hakan Fidan. Hakan Fidan a été pendant 13 ans chef des services de renseignement turcs, le MIT. Il vient de passer ministre des Affaires étrangères, et l'actuel patron du MIT, qui s'appelle Ibrahim Kalin, est aussi un personnage tout à fait intelligent, brillant, qui parle 4 langues. Ce ne sont pas des ploucs, vous savez, ce sont des gens qui ont une conception du monde néo-ottomane qui naturellement n'est pas la nôtre, parce que l'Empire ottoman et l'Europe se sont fait la guerre pendant des siècles, mais on a affaire à des gens qu'il faut prendre en considération et avec lesquels il va falloir apprendre à parler, plutôt que de les dédaigner en disant que c'est des islamistes bornés ou des crétins, comme on l'a fait trop souvent en France ces dernières années. Hélas, même à droite. Et il y a cet ensemble néo-ottoman très constitué, très ordonné, vous l'avez souligné, et qui sont capables effectivement de déchaîner un terrorisme ou au contraire de le retenir. Et donc ça, c'est cette menace macro dont vous parliez tout à l'heure. Revenons un peu sur la menace micro, c'est-à-dire les gens qui se radicalisent tout seuls et qui, pour le moment, en France, ont l'air de considérer que l'exutoire normal à leurs appétits psychopathes ou sociopathes est d'embrasser une idéologie islamique et de descendre dans la rue. Le parquet national antiterroriste dit que 87%
50% des procédures actuellement traitées par le parquet national antiterroriste sont liées au djihadisme. Sur ce volet spécifique d'un terrorisme intérieur, pour le dire de cette manière-là, et quels sont les moyens d'action de l'État français ? Hélas, pas uniquement de l'État français, mais de tout État, ces moyens sont faibles. N'oubliez pas une chose, la famille qui était à Bruxelles, ceux qui ont lancé les attentats après ça, d'abord à Bruxelles, et puis après ça, qui d'abord étaient venus en France, et qui après ça ont lancé des attentats à la bombe à Bruxelles au printemps 2016. Cette famille-là, ils avaient un café à Molenbeek. Dans le café en question, il y avait la télé avec du rap, et puis ça sentait le hashish à 200 mètres autour. Et à l'intérieur, vous aviez les gens de la fratrie en question et d'autres qui buvaient de la vodka comme des trous. En quelques semaines, la télé passait les chants de guerre de l'État islamique. La cousine, plus exactement, qui avait l'air d'avoir une existence un peu légère et olé olé, était transformée en une momie, était bâchée de la tête aux pieds, et les frères se préparaient à lancer le djihad et à tuer des gens. C'est encore pire dans le cas de Mohamed Merah, puisque souvenons-nous de la façon dont ça s'est produit. Ça s'est produit à Toulouse. Il y a déjà eu 3 militaires français qui ont été tués. Mohamed Merah utilise toujours le même stratagème. Il passe une petite annonce en disant qu'il va même vendre sa moto, mais qu'il fera un prix pour les militaires français parce qu'il est fan de l'armée française. Naturellement, il y a des militaires qui lui répondent qu'ils veulent acheter une moto. Après ça, il les attire à un rendez-vous et il les tue. Le 4e qu'il essaye de tuer comme ça ne vient pas au rendez-vous. Et donc, Mohamed Merah est sur sa moto, il a sa caméra du djihad sur lui, il a un pistolet chargé dans sa poche et il faut qu'il s'en aille parce que l'autre ne vient pas au rendez-vous. Au moment où il démarre, il lève les yeux pour voir si le feu est vert ou rouge et là, devant lui, il voit sur le haut d'une porte des caractères hébraïques. Il voit que c'est une école hébraïque. C'est 8 heures du matin, le moment où les parents amènent les enfants à l'école, et là, il ouvre le feu sur les enfants de l'école rabbinique Ozar al-Torah, et il tue donc plusieurs enfants et leurs parents. 2 minutes avant de commettre cet attentat, il n'avait pas lui-même idée qu'il le ferait. Comment, dans ces conditions-là, sauf à prendre les affaires de très haut et à les repérer le plus tôt possible, on ne peut pas faire du renseignement à court terme. C'est pas possible. Souvent, ces individus, de façon opportuniste, saisissent l'occasion et Koulibaly, c'est pas Madame Jean-Philippe qu'il avait envie de tuer, il avait envie de tuer un flic, quoi. Alors la première qui est passée, qui avait un vague uniforme, ça aurait pu être, je sais pas, aussi bien un postier ou n'importe quoi. Voilà, son affaire à ce genre d'individus perturbés et psychologiquement, ce qui ne les excuse pas. Hein, je suis pas en train de, je ne suis jamais dans la culture de l'excuse, mais c'est des gens qui sont perturbés et qui se servent de la première opportunité pour accomplir des actes. Donc, le meilleur moyen, d'après moi, c'est de résorber le vivier de ces individus potentiellement dangereux en refusant de les accepter en France. Pourquoi, au nom du ciel, y a-t-il 70 000 Tchétchènes en France, dont les 3/4 sont des braves gens, mais au milieu desquels il y a des jeunes hommes qui, en Tchétchénie ou n'importe où dans l'ex-URSS, ont connu des épisodes guerriers qui sont aguerris et dangereux. Qu'est-ce qui fiche sur le territoire français? Voilà, une piste pour résorber le danger. On ne peut pas le résorber à 100%, on peut le réduire et le limiter. Et est-ce qu'on peut dire que ces individus dangereux sont en fait portés d'une certaine manière par l'environnement communautaire dans lequel ils sont? C'est-à-dire, évidemment, on voit bien qu'ils sont déviants, on voit bien qu'ils sont fragiles, on voit bien que Amédi n'a pas toutes ses cases au bon endroit, mais voilà, il fait partie du clan, il fait partie de la tribu, et qu'il y a sans doute une action à mener sur
ce communautarisme qui est presque l'équivalent du terrorisme italien dans les années 70, c'est-à-dire qu'il y avait la fine fleur des terroristes capables de passer à l'action, et puis en dessous, il y avait une communauté qui ne passerait pas à l'action, mais qui était d'accord avec l'action violente, et encore en dessous, il y a comme une pyramide de consentement de plus en plus diluée. Et est-ce que là, on peut considérer qu'il y a des communautés à risque? Vous citiez les Tchétchènes, est-ce qu'il y a d'autres types de communautés qui nécessiteraient l'observation précise du ministère de l'Intérieur, et qui d'ailleurs, si ça se trouve, sont déjà sous observance? On peut pas dire que c'est telle ou telle communauté. On peut pas non plus se considérer comme étant sous cloche et seul au monde. Qu'on accueille des femmes et des vieillards et des enfants tchétchènes parce qu'ils ont été persécutés dans leur pays, c'est pas un problème. Le problème, c'est les jeunes hommes aguerris. Quant à la question que vous me posez, c'est plus une question de territoire que de population. Je reprenais des archives l'autre jour et le 17 juillet 1983, le secrétaire général de l'Élysée écrivait une note d'alerte à François Mitterrand sur les quartiers où les choses étaient en train de tourner mal, c'est-à-dire les quartiers dans lesquels il commençait déjà à y avoir des premières émeutes ou des agressions de policiers, etc. 1983. Nous sommes en 2025, c'est à 42 ans, n'est-ce pas? Voilà. Et il disait que cet organisme de surveillance des quartiers, qui existait déjà dans l'appareil d'État français, en dénombrait 22 de ces quartiers, dans la France de 1983. La dernière fois qu'on a fait le dénombrement des quartiers de la politique de la ville, on en est à 1400. C'est l'échec le plus monumental de toute la Ve République. On a laissé proliférer des zones hors contrôle dans lesquelles bien, la police va rarement, même si elle dit oui, mais on va partout où on veut, ils vont où ils veulent pour des opérations coup de poing, mais ils n'y sont pas en permanence. Et dans ces quartiers, des fratries, des familles immenses prolifèrent, d'autant plus aisément qu'elles prolifèrent à nos frais, si vous voulez. Et à partir de ce moment-là, vous avez là-dedans des éléments de ces espèces de clans qui sont gagnés à l'idéologie islamiste, il y en a d'autres qui tiennent le supermarché de la drogue du coin, et tout ça forme des espèces de menaces hybrides dans lesquelles on voit proliférer les trafics de stupéfiants, les marchés aux voleurs, la prostitution de mineurs, les vols de voitures et tout ce que vous voulez, et de l'autre, on a des individus qui encouragent ou qui développent le fanatisme. Et vous avez des bandes qui sont sur place, qui des fois agissent pour le compte du dealer et des fois pour le compte de l'imam. C'est ça la situation qu'a laissé proliférer tous les gouvernements successifs de la Ve République depuis 40 ans. C'est sur ces territoires-là qu'il faut agir, et si on agit sur ces territoires-là, eh bien, on règle à la fois une grande partie du problème des stupéfiants et à la fois une grande partie du problème des individus perturbés et dangereux, parce que c'est là d'où ils viennent. Oui, le véritable terreau du terrorisme, c'est en fait la petite délinquance, le banditisme du quotidien. C'est là où ils apprennent à s'aguerrir. Alors évidemment, tous ne tournent pas mal, tous ne deviennent pas islamistes, mais ceux qui le deviennent viennent de là. Mohamed Merah venait de là. Et Xavier Roffer, merci mille fois de nous avoir éclairé sur la menace terroriste aujourd'hui en 2025 en France et de nous permettre de mieux comprendre et de ne pas nous inquiéter. Vous avez raison de nous rappeler que voilà, ce n'est pas demain que l'apocalypse va arriver. Merci à vous. Merci.